Voilà, nous sommes ici à Bruxelles le 13 novembre 2014 dans le salon humanitaire de Bruxelles Atonium. Voici ici Monsieur Bagaza, abbé de la ville de Kinshasa, accompagné avec le directeur de cabinet du ministère de l'Affaires sociale. Ils sont là. Et pour vous dire que la diffusion sur les salons ici, les conférences, a pour but de démontrer à tout le monde dans le coin du monde, surtout au Congo, ainsi que dans d'autres pays, que l'action qui tente de concrétiser par M. l'abbé Bagaza, en complémentarité avec le ministère social, c'est pour démontrer qu'il y a un grand souci pour aider tout le monde, médecins, infirmiers, tout ce qui est coopérateur ou opérateur médical qui se soucie pour aider le peuple. Je pense que on pourra faire votre là, c'est quelque chose de plus pratique, adapté à tout le... Ça se passe comment? Voilà, un des intervenants aussi de ce colloque. Vous pouvez dire un peu de mots. On est en train de dire, je pense que c'est un des témoins qu'on va emmener là-bas. Voilà, monsieur l'abbé Bagaza ainsi que directeur de cabinet. Est-ce que vous avez quelques mots, par exemple, en ce qui concerne votre présence aujourd'hui dans ces salons à caractère humanitaire et que vous représentez les Congos? Effectivement, nous sommes dans ces salons humanitaires pour prendre des contacts avec nos partenaires et qui est lié à notre situation humanitaire dont nous savons catastrophique pour l'instant. Et que, étant donné d'autre part que nous avons trouvé l'option de constituer des stocks stratégiques pour nous épargner de différents buts lors des interventions, donc nous balayons un peu pour voir comment plus tard s'approvisionner à la source et à des prix bon marché. Là par exemple, nous avons un visiteur, un partenaire qui peut être dont l'apport peut être très bénéfique pour notre pays, notamment dans l'utilisation de l'énergie solaire comme un porteur d'électricité dans nos foyers, surtout dans le monde rural. Comme vous le savez, nous sommes en déficit excessif de l'accès à l'électricité dans le chef de la population. Si je m'en souviens, on est à moins de 10%, bien que disposant du potentiel le plus grand. Mais à la faveur de la nouvelle loi sur l'électricité, on libéralise le secteur. Nous sommes conscients de l'importance de ces types de partenariats qui doivent révolutionner et porter directement l'impact direct du chef de la population. Mais c'est dur, vous êtes, je vois que vous avez un partenaire qui est juste à votre côté, mais vous venez de dire un mot là un peu frappant, c'est dur humanitaire, on sait qu'on concerne par exemple l'électricité. Nous avons une potentialité au Congo, vraiment dans tous les coins du Congo, il y a plus, on peut trouver de l'électricité dans tous les coins du Congo. Mais qu'est-ce que vous pensez du délestage? Même ici en Belgique, vous êtes venu aujourd'hui, on parle même, il y a une promesse qu'il y aura les délestages en Belgique d'ici le mois de décembre au mois de janvier. Qu'est-ce que vous pensez en ce qui concerne l'action humanitaire? Ça concerne que le Congo ou qu'est-ce que vous préconisez aussi pour d'autres pays limitrophes du Congo, Zaïre, Congo République? D'abord, on doit préciser l'humanitaire, ce sont des circonstances, des chocs qui interviennent lors de la vie d'une population, mais qui n'avaient pas été prévus, auxquels il faut porter des solutions d'urgence. Mais en dehors de l'humanitaire, nous avons le social et la vulnérabilité qui touchent la plus grande partie de la population auquel il faut relever. C'est comme ça qu'on parle de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé, de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité. De l'accès à l'électricité. C'est comme ça que le problème de l'électricité se retrouve être un problème qui dépasse l'humanitaire, qui va dans le social, qui va dans la dynamique de toute une nation. Mais nous avons un paradoxe, ça veut dire que nous avons un potentiel hydroélectrique et électrique assez important, mais sur le plan matériel, nous n'avons pas réussi, nous, à matérialiser.
Maintenant, nous devons développer des technologies moins chères. Parce que quand nous voyons que le courant de notre grand Inga atteint nos différents foyers, il faut de la distribution, il faut de la... C'est toute une logistique à mettre en place. Le problème de délestage, vous le dites, effectivement, souvent c'est quand il y a eu une mauvaise gouvernance dans le secteur et que nous payons le prix fort. On n'a pas investi dans la distribution, dans le renouvellement du système de distribution depuis l'indépendance. Donc nous avons le même circuit et qui, au bout de 50 ans, cause des problèmes parce qu'on ne l'avait pas réglé. Et ensuite, entre-temps, des populations de nos grandes cités comme la Kinshasa, qui ont, je ne sais pas, décuplé de 300 000 personnes en 1960. Voilà, maintenant on a 1 million. Mais ça n'a pas suivi cette et l'urbanisation et les installations du réseau n'ont pas suivi. Du coup, il y a des mais mon directeur, je vais poser encore une petite question. Vous avez parlé maintenant de potentialité en ce qui concerne l'électricité. J'arrive encore, parce que j'avais suivi aussi une conférence ici, on parlait des pesticides, par exemple le Kongwasika qui est chez nous, qu'on pouvait faire les transgéniques qui peut-être qui peut reproduire aussi l'électricité, à part les panneaux solaires. Pensez-vous, on peut aussi avoir cette idée-là, utiliser les poubelles, tout ce qu'on jette de gauche à droite, les immondices, ça peut reproduire aussi. À la faveur de la nouvelle loi sur l'électricité, effectivement, on a libéralisé le secteur. On s'est dit que il faut pas... Vous les prenez sur la conférence commerciale. Oui. On le prend la conférence commerciale. Oui. Hein? Donc, il y a plusieurs types d'énergie, mais qui ont un coût chacun au fur et à mesure, et puis qui dépend de la disponibilité et de l'expertise que vous avez. C'est comme ça que, chaque type d'énergie a ses inconvénients et ses avantages. On essaie d'adapter ça par rapport aux besoins. Cher monsieur, vous voyez que vous êtes juste à côté du représentant de la République démocratique du Congo, qui est le directeur du cabinet, qui est venu accompagner avec M. l'abbé Bagaza, qui a la préséance, je dis qu'il y a vraiment la préséance. Je suis un simple instrument qui est en train de filmer. Qu'est-ce que vous pensez de votre contribution, de tout ce que vous venez de dire en ce qui concerne la matière sociale? Je pense que son discours est tout à fait juste, et je pense qu'effectivement le solaire, l'avantage que vous avez à l'Afrique, c'est que vous avez un gisement solaire inépuisable, qui est très très important. Mais ce qui est intéressant sur le solaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un réseau de distribution très large, très coûteux, comme ce qu'on peut avoir avec le traitement des déchets, la génération par la biomasse, par les réseaux agricoles. Ce qui est intéressant avec le solaire, c'est qu'on distribue l'énergie. On peut mettre des systèmes générateurs solaires un petit peu partout. Un des gros avantages du solaire, c'est que ça permet de développer les zones rurales et donc de développer l'écologie rurale. Et ça, c'est très important. Et comme monsieur le directeur de cabinet disait, ce qui se passe, c'est que la démographie explose. On a une explosion de la démographie et on ne peut pas faire des réseaux qui vont suivre cette démographie. L'avantage du solaire, c'est qu'on peut distribuer les sources d'énergie et pour l'énergie. Et c'est ça qui est très important. Que ce soit le solaire pour l'énergie, que ce soit aussi pour la purification d'eau, puisqu'on voit que les grandes villes commencent à être sont très impactées par les problèmes de pollution d'eau. Et on connaît les dégâts que font la pollution d'eau, surtout chez les enfants, sur la mortalité infantile, qui est énorme. Donc les systèmes solaires autonomes, les systèmes de purification d'eau autonomes, distribués à travers dans les périphéries des grandes villes ou dans les zones rurales, vont permettre de développer l'économie de ces zones, vont permettre de développer les zones rurales. Et c'est ça qui est très important, ils vont aussi réduire la mortalité infantile, ils vont réduire aussi les risques d'épidémie. Après, ce qui est très important dans le solaire, comme on disait, il faut amener le matériel, mais il faut aussi amener la technologie et l'éducation locale, pour que ces populations locales grandissent et puissent maintenir ces systèmes-là. C'est ça qui est intéressant dans la stratégie. Du solaire, mais pas que. Le matériel, mais pas que. Le matériel avec l'information des populations et faire grandir le pays et faire que le pays devienne rapidement autonome technologiquement et techniquement. Oui, un grand merci. C'est-à-dire, je crois que votre collègue juste à votre côté, il a évoqué, c'est-à-dire, moi j'ai posé la question, ça concerne beaucoup plus l'électricité. Il a aussi, parce que je suis aussi du Congo, c'est mon pays. Il a évoqué aussi le problème purement social que nous en avons beaucoup. Il a parlé du problème de gouvernance même, c'est-à-dire la personne qui a la tutelle de cet endroit, des fois, il ne fait pas prendre ses responsabilités. Il a même parlé aussi tout à l'heure des problèmes d'eau. Parce qu'on parle de l'électricité. Il y a aussi ce qui est primordial aussi, on se concerne, non pas pour le pays du tiers-monde, on sait qu'il nous concerne aussi, le problème d'eau. Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire de votre partenariat, par exemple, avec votre collègue qui est à votre côté. Pensez-vous qu'on peut avoir
quelques issues qui permettra par exemple de faire une cohésion en ce qui concerne l'eau, l'électricité, aide humanitaire de toutes sortes. Parce que moi je travaille dans l'armée ici, en Belgique, dans la navigation, étant qu'officier de l'armée belge. Donc en travaillant dans cet endroit de l'eau tous les jours, je vois qu'il manque même de l'eau. Dans les canaux, lui, le confrère, votre confrère qui est là, son excellence, il ne vous dira pas le contraire de ce que je dis. Vous allez au Congo, si vous n'avez jamais été, vers le barrage d'Inga, même à Kinshasa, par exemple, Mayanjili, comme on dit, rivière d'Njili, on sait faire même des écluses. Parce qu'ici, au port de Bruxelles, c'est de l'eau qu'on récolte de gauche à droite. Ce ne sont pas de l'eau naturelle. Mais pensez-vous que dans les partenariats que vous allez peut-être s'attendre avec votre ami, ça peut donner quelques voies, quelques matières de coopération pour aider le Congo aussi? Je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir ça globalement dans un ensemble. Parce que si on fait des actions isolées, l'action isolée c'est bien, mais c'est ponctuel. Bon, voilà. Si on pense globalement, on doit avoir une stratégie globale de pérennisation des systèmes. Et comme je disais, la pérennisation, c'est pas seulement le matériel. C'est comment est-ce qu'on fait grandir le pays, comment est-ce qu'on développe la population, comment est-ce qu'on améliore le niveau de vie de la population. Parce que qu'est-ce que c'est à la fin de la journée? On veut que les gens soient en meilleure santé, que l'économie du pays augmente. Voilà, c'est vraiment comment augmenter ensemble le niveau de vie de la population, développer les zones rurales et faire en sorte que le pays soit plus grand, plus fort. Plus fort ensemble. Et plus fort ensemble. Oui, mais son excellence, et je ne sais pas si vous avez le temps, monsieur Louyala Jean, donc voilà, vous êtes là. Je ne sais pas si vous allez rentrer tout à l'heure à la conférence. Là, c'est juste le prototype des choses qui peuvent être faites. Ça veut dire que notre pays est un vaste chantier, mais c'est à nous de trouver de la cohérence dans ce que nous faisons. Nous sommes en train maintenant de réfléchir sur de grands axes, de grandes politiques sectorielles, mais en même temps, nous avons besoin de solutions concrètes qui se présentent à nous, notamment la purification de l'eau sang, parce que le problème demeurera. On n'attendra pas que nous déficitons, nous élaborions des politiques et nous le mettons en œuvre, mais entre-temps, nous avons des problèmes réels. Donc, en même temps que nous avançons, en même temps, nous avons besoin de partenaires qui nous aident et nous guident un peu dans nos choix, qui ne sont pas des choix que nous faisons, d'autres l'ont fait. Nous devons capitaliser des erreurs des autres. Par exemple, le nucléaire, nous n'y accédons pas maintenant, alors que c'est aussi un monde d'électricité. On peut toujours, mais si nous avons des choix à faire sur de l'énergie renouvelable par rapport à ce que nous avons en faisant, on peut partir sur ce que nous disposons en quantité. Voilà, un grand merci à son excellence, M. Jean-Claude Louyala, ainsi que les collègues qui sont juste à côté, Christophe. Voilà. Nous allons, c'est-à-dire, ils sont là, ils vont continuer le colloque qui est là dans la salle de conférence. Et je crois que comme M. Louyala vient de dire tout à l'heure, que c'est simple préambule qui venait de parler en ce qui concerne l'électricité, ainsi que le problème de l'assainissement de l'eau, ainsi que son collègue qui est juste à côté, que vous le voyez aussi. Il a dit pourquoi pas de faire une idée, une cohésion ensemble. Voilà. In the sector, and the innovation is a really important way of bringing this about. And also recognising that inherently it's a very creative sector. A lot of the individuals working in it, the organisations, come from very interesting places and have interesting creative stories to tell about how they've gone about addressing some of the world's most difficult problems. And to put that in the context of the current debates around innovation, I think this proliferation has been really positive, and there's a huge amount of energy going into addressing problems through new innovative means. But I see over the next few years there being a really important process of consolidation happening around that. As we sort of, the hype cycle burns out, we're going to have to get to some of the tricky nuts and bolts of what innovation looks like. And for me, that's around defining what success is in terms of innovation, both at the level of the individual projects that we're working with. How do we understand what a successful innovation looks like? How do we measure that? How do we encourage the development of a really good example? There's huge demographic shifts which are really not only challenging the practical, physical ways we go around doing programming, so that you can no longer dig your tree,
but also the kind of conceptual models we have about what constitutes a community, what constitutes accountability. And I think we're going to see these trends accelerating, and innovation debates are really going to have to focus on adding value in those areas over and above any single product or process innovation to more systemic innovation and change. Good morning. My name is Luke Disney. I'm the Executive Director of North Star Alliance. North Star is a new, relatively new nonprofit. We were founded 8 years ago by the World Food Programme, together with support from the private sector, to specifically address the issue of mobility and health. And I suppose in that sense, we're an innovation in ourselves. We were started, and the problem really started in Southeastern Africa in 2003-2004. There was a significant major hunger crisis, as some of you may remember. And WFP had a problem. They couldn't find enough trucks to deliver food. And having done some analysis as to see why that was, they were shocked to discover the terrible impact that HIV and AIDS was having on their supply chain. It wiped out about 20% of the transport capacity in countries like Malawi. And on top of that, they were also dismayed to discover that their supply chains, running these large emergency operations and protracted relief and recovery operations, were actually probably also playing a major role in spreading the disease. So North Star was founded by them and some commercial partners who also depended on supply chains to start addressing the issue of mobility and health. And today we have a network of about 34 clinics in mainly southern and eastern Africa, but we're also now working again with WFP in West Africa on the Ebola response. In terms of the future of innovation, I think we're speaking, of course, from my own perspective, maybe an example of something that both Kim and Kenneth touched a bit on beforehand. Is our world and humanitarian aid is in massive upheaval, I think. The interlinkages of problems today and our capacity to actually do more analysis and see and identify these interlinkages through things such as the so-called big data. I saw a great slide the other day with one of the characters from a movie saying, if you say big data one more time, so it's an overused word, but it really is going to have an impact, and it's illustrative. So it's an overused word, but it really is going to have an impact, and it's illustrative of what's going on. The silo thinking about how we work in the field of development and humanitarianism, I think, is coming to an end and is going to be forced upon us. And in terms of where we're going with innovation in the future, you're going to have to see a lot more, I hope you'll see a lot more initiatives that are working across different sectors, a lot more new forms of collaboration to try, and as we get a deeper understanding of the interlinkages between issues, the environment's a great example, health is another example, all these different aspects are linked together, and as the world also evolves in that direction, I think we, as well as the industry, are going to have to evolve in that direction. And one final thing I say, often innovation is tied closely to technology in terms of how we talk about it, and there's also a competitive aspect to innovation where I think many organizations, including ourselves, feel forced to be innovative to be competitive. And there's a lot of, I would call that negative energy sometimes, or distractive energy going into innovation, which you could have a whole separate conference about that and where that ends you up as an organization. But I think the real, for me, future of innovation is going to be driven primarily by a deeper understanding of the problems that we face together and how we can work together to address those things. So that's my opening salvo. Hi, my name is Nina Brandt. I manage a unit called Development Business in DPI at the UN Secretariat in New York. And Development Business, the name of the unit, facilitates information that needs to go to the private sector. For instance, all the procurement announcements, all the big procurements that are funded by multilateral banks or governments or UN agencies. All this information, we consolidate that on our website and make sure that the private sector worldwide has access to the information and knows what's going on, so they can bid for projects in the developing world. So when I think of innovation, I think of it more in terms of, with
the focus on the private sector and thinking about how we can leverage the resources and the expertise of the private sector to achieve results in developing projects. And innovation per se is a term that confuses me because it's mentioned everywhere. We hear it all the time. Even our highest level managers or Ban Ki-moon himself talks about innovation all the time. And for me, it's more about, well, how do you define innovation? What do you mean by innovation? First of all, it's about delivering meaningful results, about having impact and addressing a need, right? And so if you keep that in mind, the question of how can we engage the private sector to deliver on those results, for me is twofold. One could be public-private partnerships, which I think are more and more important, especially for agencies, UN agencies, or any global organization that works in the field, because obviously the private sector is involved everywhere in the world, and they have the tools and they deliver and offer services and goods that are needed for all these big and they deliver and offer services and goods that are needed for all these big development projects. And besides, the public-private partnerships, where it really starts, and what I see as a big challenge looking into the future is the procurement itself. The procurement business is a multi-billion. I mean, it's I think worldwide $200 billion. Just the projects that we publish on our website are about $100 billion by all these development banks, and it starts with the specifications. If you don't focus on results rather than prescribing tools that the private sector needs to come up with in order to meet objectives, you will not invite innovative companies that deliver on useful, meaningful products and services. So I think that it's really important that you start thinking about allowing for innovation when you already specify what your need is. And again, I think that's why it is very important that the collaboration between private and public starts much before the procurement goes out. It has to happen when the specifications are developed, that the private sector is in an open dialogue with the UN and other agencies, so that from the beginning we can start working together, exploring and brainstorming and having creative collaborations that enable to buy the products and services that will deliver on those big goals and that will address those big issues. So that's my pitch. Hello everyone, my name is Elizabeth Palmer. I'm actually a shelter specialist with the Danish Refugee Council standby roster, and I get deployed to emergencies. So I'm like a field person. I'm not one of these big policy makers, and I don't operate in the big headquarters, although I have worked in them. And I was actually just really curious to know how many people in the room are in the same capacity as a field person. I know we've got a lot of people who are buying, selling, making, inventing, but how many people here are actually responding? Okay, that's great. Thank you very much. That really helps, because it's kind of overwhelming to be in a room like this and then be asked to talk about this concept. And the only approach that I can bring to it, really, from my perspective, is how do I, when I'm sitting in a muddy fields in the middle of nowhere, then innovate change within the processes and systems, and how all the things that we've been talking about, how we can, from the donor perspective, etc., how is it that somebody like me can come to my boss and say, I've got a good idea, we can speed things up if we do this, or can we improve? And we try so many different things, and I can tell you I failed a lot of times because of the environment that we work in, because there are so many constraints. But then there are some fabulous champions where you hear great stories. And I actually have a friend who has been very successful in this, and I sat her down and I said, what did you do? What's the trick? Is there a recipe? Is there like a secret that as a field person we can use to get it right? Because invariably I'll get told there's no money, or the donors won't fund it, or it's too risky. All the things that have been talked about in all of the conferences we've been having. And her response was, you need to have the right personality.
Like if you're too annoying, no one's going to listen to you. And you've got to find a champion in your office who's going to take it on. And that's invariably going to be somebody who's in charge of the money, or who's got the ear of the person who's in charge of the money or the programming. And you've got to be in touch with the donors. Her biggest thing was make sure that the donors know what's going on. You've got to be really open about what you're saying. Because if they don't know the right questions to ask, you're not going to get your program, you're not going to get your little project funded. So you've got to be clear when you start out who your donor, you're not going to get your little project funded. So you've got to be clear when you start out who your donor is and have a really good relationship with them. So that's a tip. Take your donor out for a drink, Julia. And ultimately, when it goes through with it, it's a lot to do with the reporting and the messaging. One of the things that hasn't really been spoken about very much is we also are very much controlled by the governments who are hosting us, certainly in the refugee world. And anything that's too technological can be terrifying for some governments. So really engaging with the governments is really the biggest thing. And certainly from my perspective, my recent mission, I just flew in on Monday from Ethiopia. And I can tell you it's very, very challenging making sure that the refugee agencies that you're working with understand where you're going with this, that it's not a terrifying technology that's going to threaten whatever national security that they have, especially when you've got numbers flooding in as many as you have. And for me, I think if I could take on where do I see this going in the next 5 years, where will we be? I really hope that innovation is institutionalized, that being a maverick and having good ideas and going to your boss and saying, what about this, is considered the norm and no longer a terrifying concept for a senior manager to have to take on. Because if you come to somebody and say, I've got a great idea, there's some guys in Harvard, they've got satellites, they can do really, really cool stuff, they can map the camp, tell me how many tunnels are being built, and I won't, no, that's not going to happen, that's too scary. And I'd really like to see in the next 5 years that there'll be a whole systemic change within all of our agencies that'll say, yeah, that's a really, really good idea. We've got people who can take that on, people who are going to manage that risk, who can speak to the government, who will take these aspects to make it a reality for you. And I think also from the point of view in terms of funding, and this was discussed yesterday in terms of risk, I'd really like to see a framework for understanding what those risks are, what the donors are scared of, what the agencies are scared of, what governments are scared of, so that we can work within a framework that's not what the agencies are scared of, what governments are scared of, so that we can work within a framework that's not going to push too many buttons and get you shut down before you even started. So, thanks. Thank you very much. I've been busy taking notes and trying to figure out which of the 20 topics and questions that you brought up I should focus on first. I think I'll probably try and turn it over mostly to the audience, but maybe the one question, one or two I'll see, that I'll ask is, can you give an example of what it was that made you recognize or realize that whatever you were doing or whatever the new innovation was, that needed to change, that was no longer working. So in other words, can you give an example of how do we recognize when we've started to fail, thus requiring the next innovation? You've all mentioned about why we need innovation, and it's always because it's trying to make whatever you're doing better. How do we know when that is? Is there an example, or if your boss isn't listening and you had to